Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission. C'est une agence qui a pour vocation d'être le principal animateur et catalyseur de la mise en œuvre de la politique environnementale du pays. Elle contribue aussi au développement durable du Bénin en assurant une meilleure qualité de l'environnement dans toutes ses dimensions, eau, sol, air, faune et flore. Et parlant bien sûr de l'eau, on fera l'état des lieux des eaux humides au Bénin. Vous savez, le 2 février prochain, on célébrera la journée mondiale des eaux humides. Et pour en parler, j'ai avec moi le premier responsable de l'agence béninoise pour l'environnement. Il a nom François Koné Kedewede. Bonjour DG. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est vrai que vous êtes très rare dans nos studios pour parler environnement, pour parler ABE, parler aussi des eaux humides. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, en face de vous, Marius Hugues Degla, lui, il est le directeur de l'information environnementale et suivi de l'environnement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci, monsieur Degla. Bonjour, monsieur Djoki. Alors, je commencerai par vous, DG Kedewede. C'est vrai, quand on parle de zone humide, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est d'entendre site Ramsar, ou bien convention Ramsar. C'est quoi d'abord Ramsar? Alors, Ramsar, merci, monsieur le journaliste. Ramsar, c'est une ville iranienne. C'est dans cette ville que les experts internationaux, les institutions, les États se sont réunis pour décider de la protection de certaines zones humides d'importance internationale. C'est à cause de ça que la convention porte le nom Ramsar. D'où on parle de convention Ramsar quand on veut parler des zones humides. Les zones humides d'importance internationale. Parce que toutes les zones humides ne sont pas dans la convention Ramsar encore. C'est l'objectif, mais pour le moment, toutes les zones humides ne sont pas dans la convention Ramsar. Si vous permettez, pour dire un mot sur ce qu'est une zone humide. Oui, allez-y. Une zone humide, c'est là où il y a, comme le dit, où il y a de l'eau. Ouais. De l'eau de manière permanente ou qui stagne pendant une bonne partie de l'année. Vous convenez avec moi que dans les rues de Cotonou, il y a de l'eau en permanence dans certaines rues. Tout à fait. Mais elles ne sont pas dans la convention Ramsar parce que ce ne sont pas des zones humides d'importance internationale, etc. C'est des zones douces ou saumâtres, ça peut être dans les marécages, au bord de l'eau, ou bien même dans le nord, nous avons des zones humides ici aussi au Bénin. Ah d'accord. Oui, on a deux zones humides et une zone internationale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces zones humides, M. Degla? D'abord au sud du Bénin? Oui, au sud du Bénin, nous avons deux grandes zones humides. Nous avons le site Ramsar 1017 et le site Ramsar 1018. Au fait, les chiffres 1017 et 1018, ce sont des numéros que la Convention a fait au site une fois que ces sites sont classés sur la liste des zones humides d'importance internationale. Pour revenir un peu de façon précise, il faut dire que le site Ramsar 1017, ça prend en compte la basse vallée de l'Ouémé, la lagune côtière, ça prend en compte le lac Aimé. Et quand on va maintenant au niveau du site Ramsar 1018, ça prend en compte la basse vallée de l'Ouémé. Pardon, la basse vallée de l'Ouémé. Donc 1017, c'est... Oui, le 1017, c'est... Oui, c'est situé... La frontière togolaise. Ouida. Ok, d'accord, ça c'est 1017 ça. 1017, oui. Mais 1018, c'est la basse vallée de l'Ouémé. L'Ouémé. Ok. Oui, donc le 1018, ça prend en compte la basse vallée de l'Ouémé, ça prend en compte la lagune de Porte-Novo, et ça prend également en compte le lac Nokoué, exactement. Ok. Donc voilà les deux sites que nous avons inscrits au sud sur la liste des zones humides d'importance internationale. Oui. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, quand on parle de zones humides, c'est d'abord l'eau. Alors quelle est l'importance que cela revêt pour qu'on puisse l'inscrire sur une liste internationale et c'est d'intérêt mondial? Oui, vous savez que nous sommes tous dans un même écosystème, disons, qui sont subdivisés par pays, par continent, etc. Et le fait de négliger une zone quelque part, ça peut avoir des conséquences sur un autre pays, etc. etc. La zone humide d'importance internationale, parce que vous savez, nous sommes dans une période de changement climatique, on en parle de plus en plus, et ça devient de plus en plus une réalité. Ce qui fait que protéger la zone humide, ça veut dire, donc vous avez décidé que cette zone humide aura des caractéristiques précises et qu'on va veiller à son maintien. Les mangroves, l'écosystème de mangroves protège la côte contre l'inondation. C'est des éponges, etc. Si vous détruisez tout cela,
vous détruisez conséquemment tout l'habitat de la zone humide. Et conséquemment, vous êtes exposé. Rappelez-vous le tsunami qui avait eu lieu en temps. S'il y avait des mangroves dans ces environs-là, les mangroves auraient servi de barrière de frein à la vague qui venait de l'océan. Allait freiner un peu les conséquences qu'on a... Et les zones humides aussi sont des réceptacles, des lieux de frayère de plusieurs produits halieutiques. Ouais. Crabes, petits poissons, etc. etc. La montagne d'Afrique. Et en détruisant les zones humides, vous détruisez conséquemment toutes ces espèces-là qui sont utiles donc, à l'écosystème, qui sont utiles à la vie. Okay. Donc c'est à cause de ça qu'on... chaque pays décide de faire d'une zone une zone humide. Mais il y a une commission internationale que dirige le secrétariat Ramsar, basé à Gland, en Suisse, près de Genève, qui vient pour voir si cette zone humide, vraiment que le pays a décidé de transformer en zone humide d'importance internationale, vaut vraiment la peine. Okay. Si ça vaut la peine, on inscrit, on lui donne le numéro. Si ça vaut pas la peine, ben on dit non et puis on recherche ailleurs. Le Bénin, si vous le permettez, a, disons, j'allais dire 4 ou 5 zones humides, si vous le permettez, je peux... D'intérêt international. Inscrit sur le site Ramsar. Et là, la zone 10-17, quand on quitte la frontière togolaise, en longeant vers le Nigeria, et la zone 10-17 qui va jusqu'à la limite de Ouida, et la zone 18 qui quitte Ouida, disons, grosso modo, pour aller vers la frontière. Et vers le nord, ça va jusqu'à la latitude de Dalada, disons, etc. Ah, d'accord. Donc, ça prend en compte tout ce qui est comme vallée dans ces environs-là, les embranchements, etc., etc. Là où il y a les cours d'eau, les fleuves, tout ça, où on demande de protéger. Nous avons aussi dans le nord 2 zones humides, qui est le 1668-1669, qui sont dans le Pindiari et le Pape Douvé. Okay. Nous avons avec les pays voisins, le Niger et le Burkina Faso, une zone humide transfrontalière. Mais les zones humides transfrontalières n'ont pas de numéro. Ah, pourquoi on ne leur donne pas de numéro? Parce que c'est le regroupement des zones humides qui existent déjà, qui ont déjà des numéros. Ah, d'accord. Arli, WAP, quoi, W, Arli, WAP. Ça. Donc c'est ces 3 zones humides là qui sont devenues transfrontalières et nous travaillons pour que la zone humide avec le Togo devienne aussi une zone transfrontalière avec le Baga, etc., etc. Ok. Oui. Alors, si vous permettez, on ira à la régie. On va suivre quand même ce reportage qui présente un peu l'image, ou du moins ce que nous avons comme zone humide au Bénin, même si on n'a pas pu tout présenter, surtout les zones humides dont vous parlez du Nord. Voici ce reportage. Des spectacles à vous couper le souffle, des scènes qu'on ne trouve nulle part, si ce n'est ici, dans ces immenses étendues d'eau. À quelques centaines de mètres d'autres zones humides d'intérêt mondial. Nous sommes au sud du Bénin, c'est le site Ramsar 10-18. Il prend en compte toute la basse vallée de l'Ouémé et la lagune côtière avec une superficie de plus de 650 000 hectares. Un vaste complexe avec divers écosystèmes, des forêts, des marécages, des prairies inondées, une végétation flottante et des mangroves. On y trouve plus de 200 espèces de plantes, une faune très variée, 8 primates et en particulier le hocheur à ventre roux. Plus de 80 espèces de poissons, des mammifères aquatiques comme le lamantin d'Afrique, 18 espèces de reptiles dont 4 tortues marines. L'on dénombre environ 215 espèces d'oiseaux, beaucoup présentes sur le lac Nokoué, une zone de prédilection pour cette faune aviaire, une niche écologique pour les oiseaux migrateurs. Alors, M. Kadewode, à voir ces images, on pourrait dire qu'au Bénin, nous essayons quand même de protéger un tant soit peu nos eaux humides. Nous faisons beaucoup d'efforts. Ah oui. Beaucoup d'efforts et la protection va au-delà donc des agences, au-delà des ministères, puisque la présidente de la République aussi s'y mêle, surtout pour la protection des mangroves, de l'écosystème des mangroves sur la côte.
Mais parfois, quand on va dans certaines localités, je pense par exemple à Ouida, on a quand même constaté qu'il y a quand même beaucoup de mangroves qui ont été coupées, même si la société qui travaille par rapport à la route a promis restituer quand même un bon nombre de ces espèces qui ont été coupées parce que les travaux l'exigeaient. Oui, vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tout à fait. Donc, ce que l'on prévoit dans les plans de gestion, c'est qu'il y ait une certaine compensation. On essaie d'éviter le plus possible. C'est dans ce sens que les études d'impact environnemental et social essaient de préserver surtout les zones humides. On essaie d'éviter le plus possible. Et quand on dit zone humide d'importance internationale, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire dans la zone. Sinon, Cotonou disparaîtrait. Donc, on peut, il y a 3 cercles concentriques des zones humides. Mais c'est la partie centrale qu'on demande d'éviter. Pour les autres, 2 autres parties, on peut faire des aménagements, mais en prenant plus de précautions. Un projet qui s'installe dans la zone humide, pour lequel nous exigeons par exemple une étude d'impact approfondie, le même projet à Boycon, on va demander peut-être une notice, ou bien une étude d'impact simplifiée. Okay. Parce que c'est la zone humide, il a des informations qu'on a besoin, des précautions qu'il faut prendre pour que même si on s'installe dans cette zone humide-là, on essaie de préserver un peu tout ce qu'il y a là, de savoir les espèces qui sont dedans, comment les préserver, les déplacer, etc. Vous savez, il y a des pays où même on recrute des étudiants stagiaires pour pouvoir aider à déplacer des poissons d'un bout à l'autre. Vous l'avez fait au Canada, vous? Oui, mais il faut dire tout à l'écran. Donc, vous savez, la zone humide est une zone à préserver, mais pas à préserver du tout. Sinon, mais est-ce que vous pensez que vraiment qu'au Bénin, les gens ont conscience de l'importance, M. Degla, des zones humides? Parce que, vous l'avez dit ailleurs, c'est vraiment des zones où on protège, certes, on peut exploiter, mais chez nous ici, j'ai comme impression que souvent, quand on parle de zones humides, c'est un lieu où on peut aller jeter les déchets. Oui, disons malheureusement, il y a encore cette tranche de la population qui pense que les zones humides, ce sont des endroits à combler. Je vous coupe pas, mais vous savez, souvent dans la langue fond, on dit bah. Voilà, donc c'est là où on peut aller. Et le souhait, voilà. Comme ça, oui, effectivement, malheureusement, comme je le dis, dans certaines tranches de la population ont toujours cette mentalité. Mais c'est, voilà, d'ailleurs, toute l'importance quand même de l'organisation de ces journées de 2 février pour sensibiliser pas seulement les acteurs déjà que nous sommes, mais le grand public, la population, sur l'importance de ces zones humides. Tantôt on parlait des services rendus des services écosystémiques rendus par ces zones humides. Ces services sont vraiment très nombreux. Oui, c'est vrai que les services sont nombreux, mais nous, population, parce que pour nous, zone humide, c'est quoi? C'est un lieu où c'est humide. Ok, on peut faire de l'agriculture là, on peut aller pêcher, mais après, bon, enfin... Justement, nous devons quand même tous travailler quand même à changer cette mentalité-là. Et c'est ce à quoi autant les structures gouvernementales, que ce soit l'ABE, que ce soit les autres structures du ministère du cadre de vie, il y a également les autres ministères sectoriels, les ONG surtout, qui travaillent énormément quand même dans ces zones-là, pour sensibiliser. Ils initient des projets, notamment des projets qui touchent des aspects de sensibilisation, de reboisement et de protection quand même de quelques espèces qui sont peut-être menacées ou en voie de disparition. Donc nous devons travailler quand même pour vraiment faire évoluer cette mentalité de bas, que c'est quelque chose qui est destiné à être comblé. Voilà. Alors je reviens à vous, DG. C'est vrai que l'ABE a pour mission de protéger ces zones humides. Est-ce que vous pensez que vraiment qu'aujourd'hui vous avez tous les moyens nécessaires pour arriver à gérer tout ceci? C'est quand même grand. Oui, puisque nous avons comme zone humide au pays. Oui, quand on dit ABE, il ne faut pas voir le nombre de cadres seulement là. Non, je ne vois même pas le nombre de cadres. Nous avons un réseau de plus en plus étendu. On travaille avec les ONG, la société, d'autres personnes, d'autres structures étatiques, etc. pour essayer de... Le travail est immense. Ouais. Le travail est immense et nous essayons de faire de plus en plus ce qui est possible et faisable. Vous savez, quand vous détruisez un écosystème, les palétuviers, l'écosystème de mangrove, la restitution est difficile.
Puis c'est une espèce qui est très sensible, qui évolue très difficilement. Mais quand on met les palliatifs et on surveille bien, et s'il n'y a pas de haute marée pour les détruire, vous allez voir qu'après 2 ans, 3 ans, ça commence à prendre racine. Et quand ça prend racine, c'est fini, ça pousse et ça protège tout cela. Et c'est bon pour les populations. Pour le cas de jeter des ordures, bah, ça c'est question, je crois que c'est l'éducation environnementale, l'éco-citoyenneté. Les populations ne comprennent pas toujours. Ils comprennent, d'autres comprennent. Mais vous savez, par exemple, quelqu'un sort de sa maison avec l'eau sale et jette sur la route. Ouais. Alors que cette route est en face de chez toi. Ou bien jette des déchets sur un terrain vide en face de ta maison. Ouais. Alors que c'est toi-même qui respires cela, en fait, comme tu ne prends pas compte. Donc, progressivement, on essaie de faire l'éducation pour que les populations puissent comprendre l'importance. Quand les zones humides sont bien entretenues, quand vous allez les voir, etc., quand c'est bien entretenu, quand il y a moins de coupes des branches de palétuvier pour faire le sel ou pour faire la cuisine, etc., ils se rendent compte eux-mêmes que les produits halieutiques se développent davantage. Donc ça leur permet, bien entendu, d'avoir plus de ressources, d'avoir plus de produits de pêche, de faire plus facilement l'agriculture, etc., etc. Donc ils se rendent compte. Mais il y a un travail qui est énorme et que l'État béninois est en train de faire. Et je crois que sans être un politicien, on peut féliciter tout ce que le gouvernement fait dans ce cadre-là. Actuellement, pour sauvegarder ces zones humides. C'est vrai, quand je préparais l'émission, quand même, il y a les collègues qui m'ont dit, mais c'est vrai, vous parlez des zones humides, qu'entre par le passé, on a parlé de la rivière Clou, où une usine chinoise déversait les déchets dans ce plan d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'ABE a pu gérer au mieux cette affaire? Il y a aussi l'autre usine qui est à Savert. Sikobé. Sikobé, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que cette situation est gérée correctement, qu'il n'y a plus de problème à ce niveau? Je me garde de m'avancer dans ce sens-là directement. Okay. Je sais qu'on les a obligés à faire un truc de traitement des eaux avant rejet. Mais il faut être prudent et c'est pourquoi nous continuons toujours la surveillance et aller de manière officielle ou de manière inopinée pour aller voir comment ça se gère les déchets. Parce que vous savez, vous avez beau construire quelque chose, si ceux qui gèrent, ceux qui doivent déverser les eaux usées ne font pas comme c'est prévu. Il y a des gens qui vont jusqu'à demander le certificat de déversement des eaux usées. Ah oui. Il y a un permis de déversement des eaux usées que la BE délivre. Malgré la délivrance de ce certificat, on fait quand même un suivi pour voir si tout est respecté. Parce que le rejet de l'eau humide dans l'atmosphère, il doit respecter ce nombre de caractères. Donc c'est un travail avec les labos, avec la direction de l'eau de l'université par exemple, pour pouvoir de temps en temps faire des sorties pour voir si tout ce qu'on a dit dans le permis de déversement reçu par telle structure est respecté. Les deux structures que vous avez citées ne sont pas des exemples. Ça a été malheureusement, on a dû fermer la société Yuken pendant un moment. Okay. Et donc on a entendu que la société commence à respecter d'abord la construction d'usines de traitement des eaux usées avant qu'on ne lève la suspension. Okay. Sikobé aussi, c'est la même chose, etc. Mais il me semble que Sikobé est fermé maintenant. Ah, c'est fermé. Oui. Alors, c'est vrai que les zones humides sont d'importance. On a même dédié une journée entière pour célébrer ces zones humides. L'année dernière, beaucoup de choses ont été faites. Cette année, vous ferez encore certainement beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi important de dédier une journée? C'est pas insuffisant? Pour moi, je me dis chaque jour doit être un moment de protection de ces zones humides. 2 février, ça ne suffit pas pour moi. Non, ça ne suffit pas. Effectivement, ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Nous avons commencé à organiser le 1er février une journée de réflexion et d'échange sur les zones humides où on invitait les experts pour pouvoir parler de telles zones humides, de l'importance des carbones, etc. Okay. On a fait ça 2 ans successifs. Nous avons mis des palétuviers ici et là, à Iguenou, à Hio, etc. Bon, cette année, nous voulons faire une pause. Pas une pause qui veut dire que c'est l'inaction. Nous allons faire le suivi de ce qui était fait. Et nous allons, étant donné que la journée 2 février, c'est beaucoup commémoré, c'est le jour où la convention a été signée, donc c'est la décision internationale, nous allons
fêter, nous allons commémorer la zone humide pendant toute l'année cette année. Donc, on ne fait rien le 2 février, mais nous avons un projet qui va venir pour la plantation toujours des palétuviers, mais aussi, il faut mettre le social un peu, il faut mettre dans l'éducation environnementale, et on compte organiser donc un concours des piroguiers, par exemple. Ah, d'accord. Oui, pour... C'est sur quel plan? La lagune de Porto Novo, le lac à... Non, c'est Hio. La lagune de Ouida. Ah, de Ouida. Oui. Ah, pourquoi seulement Ouida, mais Porto Novo, il y a aussi une lagune. On peut pas tout faire, on peut faire partout. On aimerait bien faire partout à la fois, mais bon. Mais il faut dire quand même qu'il a les ONG qui font beaucoup de choses aussi. Hein. Il faut les encourager. Les ONG font beaucoup de choses. Ils nous ont invités à plusieurs activités aussi, etc., etc. Cette année, nous n'allons pas faire les grands discours. Nous allons plutôt, le 2 février, faire le suivi de ce qu'on a fait auparavant et voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, comment corriger pour que les processus soient meilleurs. Et au cours de l'année, nous allons continuer, étant donné que ce n'est pas seulement les 2, au cours de l'année, nous allons continuer à travailler dans le cadre de la préservation des zones humides. Pas des conférences dans les soirées de l'environnement de l'Agence BINOP pour l'environnement, pas la plantation de palétuviers, parce qu'il ne faut pas négliger cela, il faut le faire, et d'autres plants, parce qu'on a planté des cocotiers aussi. Donc, etc. Alors justement, M. Degla, quel point pourrait faire déjà aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été fait les années antérieures? Est-ce qu'il y a un bon suivi? Est-ce qu'on pourrait dire, OK, on peut continuer sur la même lancée pour que les années à venir, qu'on ait nos berges protégées par les mangroves? Oui, vous savez, rien n'est parfait. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, dans l'intervention du DG, il est revenu cette idée bilan. Bilan aussi pour voir là où il y a des trucs à corriger, on va corriger. Mais selon vous, où est-ce qu'il y a des choses à corriger? C'est sûr, vous êtes dit aller sur le terrain, vous avez vu des choses? Bon, déjà, il faut dire, les palétuviers, c'est des espèces un peu capricieuses. Quand vous en mettez par exemple 1000, c'est peut-être la moitié qui arrive à prendre. Donc, à tous ces endroits-là, il faut quand même penser à replanter. Aussi, pas seulement, le DG a parlé également des cocotiers que nous avons eu à mettre. Et là, les cocotiers ont été mis en terre où? Les cocotiers ont été mis en terre à Grand Popo. Donc, c'est l'occasion également d'aller voir si c'est vrai, nous avons déjà enregistré quelques morts. Donc, c'est l'occasion de faire le point de tout cela et quand même corriger ces actions. Aussi, en guise de bilan, il faut dire que c'est quand même lors de ces soirées, de l'environnement, lors des journées des cafés scientifiques organisés, que l'idée est venue à l'Agence béninoise pour l'environnement de penser aussi à inscrire une zone humide du centre du pays sur la liste des zones humides d'importance internationale. Donc c'est également des dossiers sur lesquels nous travaillons. Et c'est quelle zone précisément du centre du pays? Donc nous sommes en train de... Vous ne voulez pas encore dévoiler? Non, c'est pas un secret, c'est la zone de l'Opara. Ah, de l'Opara, ok. Oui. C'est la zone de confluence au Para-Ouémé, donc c'est cette zone que nous sommes en train de viser. En prélude, bien évidemment, au processus d'inscription, il faut mener un certain nombre d'études, c'est-à-dire collecter des informations, notamment, puisque pour inscrire une zone humide sur la liste des zones humides d'importance internationale, il faut que cela réponde à un certain nombre de critères. Par exemple, c'est peut-être parce que cette zone fournit pas mal de services écosystémiques. C'est peut-être parce que cette zone abrite pas mal d'espèces végétales, animales. C'est peut-être parce que cette zone constitue un point je vais dire, de nidification. Par exemple, quand on prend les oiseaux migratrices, vous savez que c'est des espèces qui voyagent beaucoup. Donc, il y a certaines zones humides qui ont été... D'ailleurs, quand on prend le site, notre site 10-17, autant le site 10-18 que les autres sites que nous avons sur au Nord Bénin, c'est des zones qui, à un moment donné, reçoivent certaines espèces d'oiseaux. Et
qu'un cours qui passe là leur permet quand même de se ressourcer. Donc ces zones jouent un rôle important dans la suivi quand même de ces espèces. Donc il y a pas mal de critères dont nous travaillons sur ces critères-là pour ressortir quand même les critères les plus... Et par là bien sûr des oiseaux migrateurs, oui. Je ne vous coupe pas, mais c'est par rapport à l'île aux oiseaux à Karimama. Elle devient quoi cette île-là? Est-ce que l'AB aussi s'intéresse bien sûr à la protection de cette zone humide? Je pense pas, je ne sais pas si M. Kedewede peut... Oui. Cette zone humide n'a pas beaucoup eu le suivi de l'Agence béninoise pour l'environnement jusqu'à date. On avait fait des projets d'aller dans le nord, etc. Mais vous savez ce qui s'y passe. Tout à fait. Donc pour raison de sécurité, on essaie de... Oui, c'est ça. Mais sinon, on travaillait avec surtout le Sénagref, qui nous aide beaucoup dans ce cadre de suivi-là. Ok, d'accord. Mais bon, on est en train de voir la situation pour essayer, dans le cadre du suivi, faire un tour là-bas aussi pour voir un peu ce qu'on peut faire. Parce que l'île de Karimama, c'est très très important, parce que les espèces viennent se reproduire là et repartir. Et quitte. Vous savez que les espèces se dépassent beaucoup d'une saison à une autre, d'un continent à un autre, aussi rapidement que les avions. C'est vrai. On ne se rend pas compte. Oui. Et il y a aussi les tortues qui se promènent aussi. Tout à fait. Et cette année, nous allons travailler pour pour essayer de voir le suivi lors de la nidification. On travaille avec Nature Tropicale qui le fait déjà très bien et d'autres structures. C'est prévu dans notre plan de travail annuel pour voir comment faire de ces espèces-là. Évidemment, quand tu parles de ces espèces au commun, aux Béninois communs, il se dit, mais bon, moi je veux bien manger la tortue, etc. Mais il faut lui expliquer l'importance. Et même de manière... pour les médicaments traditionnels, on a besoin de certaines plantes qui ne poussent que dans la zone humide, qui peuvent aider à guérir telle ou telle maladie. Mais si vous détruisez, ces plantes disparaissent aussi. Il y a des espèces aussi qui sont disponibles pour ça. Il y a surtout, nous avons mangé les poissons, nous avons mangé les crabes, etc. Mais si la zone humide se détruit, où est-ce que ces espèces vont se reproduire? Ces espèces se reproduisent partout. La tortue quitte la mer pour venir se reproduire sur le continent. Et c'est quand les bébés tortues ont une certaine taille qu'elles repartent dans l'océan. Dans l'océan, etc. Donc si nous détruisons tout cela, ces espèces ne seront plus où se reproduire et puis vont se déplacer, quitter notre pays. Ça aura une conséquence écologique assez grave. On ne perçoit pas cela, mais c'est une conséquence écologique assez grande. Nous, on prévoit même, lors de nos soirées de l'environnement cette année, faire une conférence là-dessus pour montrer non seulement les zones humides en gros, mais la conséquence que peuvent avoir la disparition de ces espèces qui ont choisi notre pays comme maternité. C'est ça. Les lamatins, les tortues. D'autres plantes aussi qui sont chez nous. Vous savez, quand l'écosystème n'est pas très favorable, les animaux se déplacent pour aller chercher. C'est comme l'homme qui est mis pour aller chercher mieux ailleurs. C'est comme ça. Et quand ils quittent une zone comme ça, on risque facilement de transformer cette zone en désert. Les exemples existent dans le monde. Pas encore chez nous, je souhaite que ça arrive, mais on peut donner des exemples dans le monde qui étaient des zones humides et à force de tout ravager, c'est devenu une zone désertique. Donc il y a eu la désertisation, c'est-à-dire que progressivement l'eau est partie. Et l'espace est devenu inhabité. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est le bas qu'on dit qu'on va combler. Ce n'est pas avec les ordures, les déchets qu'on va combler un bas. Ça ne répond à rien. Ça répond à rien parce que dans tous les cas, on ne peut pas construire dessus. Sinon, le bâtiment va s'affaisser. Il faut enlever vraiment, il faut faire un certain nombre de travaux avant d'aller là-bas. Alors, j'étais aussi sur le lac Noko et j'ai vu une activité. Je me suis dit, mais est-ce que cette activité ne peut pas avoir d'impact, mais pourrait avoir d'impact sur ce plan d'eau? C'est des carrières où les gens prélèvent le sable fluvial. Est-ce que cela ne peut pas avoir d'impact? Ça pourrait créer d'autres problèmes? Enfin, moi, comme je ne suis pas aussi spécialiste, aussi pointueux sur ces gens. Non, vous avez posé la bonne question. Ça peut causer des... C'est-à-dire, l'exploitation des marécages, ça a deux conséquences positives et négatives. En prenant le sable, on racle des espèces floristiques et fauniques qui sont dans la zone benthique, c'est-à-dire dans le sol. Mais en creusant aussi, ça permet d'augmenter la profondeur
de la lagune, ce qui fait que ça évite des inondations. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes parti à Djondji. Si, j'ai été à Djondji, j'ai vu un peu le dragage qui a été fait là-bas par la DELAC. Voilà, donc le dragage qui a été fait, ça fait que le coude est devenu plus profond et les inondations à côté ont disparu. C'est vrai qu'en faisant le dragage, il y a certaines espèces qui ont disparu, mais qui vont revenir très vite si les conditions le permettent. Donc quand on fait le dragage, c'est pourquoi pour tout ce qui est dragage au Bénin, on hésite, inutile n'est pas d'approfondir. D'abord pour essayer de voir quelles sont les espèces qui sont là, quelles sont les scies, les plantes, etc. Pour demander, on demande de restauration, qui ne se fait pas toujours jusqu'à présent, mais on est en train d'essayer de plus en plus que après le dragage, on peut faire, parce que souvent quand on fait un bon dragage, on gagne du terrain sur l'eau. S'il a de l'eau partout, c'est-à-dire quand il a plus de profondeur, l'eau va et vous laisse la terre, mais il faut maintenant faire une protection, je ne sais pas, développer une culture, autre culture, salon de jeu, aquaculture, etc. dans la zone pour restaurer un peu l'écosystème que vous avez détruit. Alors, je sais que cette année, le thème retenu, c'est les zones humides et le bien-être humain. Pourquoi ce thème, M. Degla? Oui, comme on le dit, l'être humain vit dans la nature. Et nous savons que toutes nos activités sont liées d'une façon ou d'une autre à l'eau. Et l'eau que nous consommons, l'eau provient quand même de ces zones humides-là. Et aussi tout à l'heure, je pense qu'on a développé quand même les nombreux services que ces écosystèmes humides apportent à l'eau. L'idée quand même, en choisissant ce thème, l'idée que le secrétariat a eu en choisissant ce thème, c'est de montrer toute l'importance, tout l'avantage que ces écosystèmes apportent quand même au bien-être de l'homme. L'homme aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous mangeons des poissons, nous mangeons même les crevettes et autres. Même si vous êtes végétarien aujourd'hui, il y a plein d'espèces qui proviennent de ces écosystèmes humides. Donc c'est de montrer vraiment l'importance de ces écosystèmes pour la prospérité de l'être humain, de l'homme que nous sommes. Okay. C'est ça. Alors, je me rappelle, déjà, vous avez quand même fait une mission consultative à Ramsar. Oui. Vous avez sillonné, je dirais, toutes ces zones humides. Sur la zone 10-17. Ah, 10-17 seulement. Alors, quel point on pourrait faire de cette descente que vous avez effectuée? Alors, la mission consultative, c'est une mission que l'on demande que les pays ont le droit de demander, les pays membres qui ont des sites Ramsar d'importance internationale peuvent demander au secrétaire Ramsar qui envoie une mission d'experts internationaux ici, qui travaillent avec les experts nationaux, qui vont visiter les sites Ramsar, le site Ramsar en question. On n'a pas eu le temps de faire les deux ou du sud, on a fait seulement une partie, mais on est parti quand même dans le centre pour voir l'Opara. Donc pour voir un peu comment ces zones humides sont gérées et donner des conséquences pour une amélioration de la gestion de ces zones humides-là. Donc on a eu la mission, c'était en décembre 2021, si mon mémoire est bonne. 22. Décembre 2022. Donc la mission est venue ici avec un expert international, les experts universitaires, certains ONG ont été associés à la mission, le cas de l'ABE. Et on a sillonné, on a vu tout ce qu'il y a comme association pour la gestion humide dans toutes ces zones-là. On a visité presque tout ce qu'il y a comme zone humide dans ces environs, qui sont des zones humides internationales ou non, qui sont à côté, etc. Discuter avec les populations pour le dire. On a essayé de montrer en gros, ce que j'ai retenu globalement, c'est que on a dit, si par exemple vous jetez de l'essence ou bien vous jetez une boîte vide de gasoil dans la zone humide, c'est que ça vous revient d'une manière ou de l'autre. Dans le plat. Dans le plat. Puisque c'est un sec. Vous jetez les crevettes, j'essaie de prendre ça un peu, et puis après on les pêche et vous faites frire, mais ça n'enlève rien du tout et vous consommez aussi. Donc on essaie de montrer que c'est important. Il faut faire attention à tout ce qu'on jette dans les zones humides parce que ça vous revient d'une manière ou d'une autre. Et ça a été la mission fondamentale. Ils ont fait le rapport. Et on a un peu exagéré, puisqu'ils n'ont pas exagéré. On a demandé service à la convention Ramsar qui était venue aussi avec l'expert pour aller voir dans le centre quelle est la zone humide
est-ce qu'on peut transformer cette zone en zone humide? Et nous avons sillonné, on a même un petit film là-dessus qu'on peut vous envoyer. Je l'ai eu, justement, c'est de cela, on a sorti ce petit élément qu'on a vu tout à l'heure. Oui, donc on a sillonné, on a vu que vraiment, on a même sillonné en sillonnant, en faisant les photos par le drone, on a su que certains abattaient clandestinement de l'arbre donc on l'a su, parce qu'on passait avec les drones pour prendre les photos, donc voilà, alors qu'il faut empêcher ça. C'est vrai qu'il faut couper les arbres, mais il faut couper en ayant une autorisation de services compétents. Et pour vous dire, on peut couper ça maintenant, etc. Mais il faut replanter, etc. Donc, la mission consultative nous a aidés à recentrer la gestion que nous devons avoir des zones humides là et à orienter notre travail avec les associations qui sont sur le terrain. C'est sûr, il doit y avoir des résolutions qui ont été prises par rapport après cette descente sur le terrain. Oui, il a eu... Beaucoup de résolutions. Pas beaucoup, mais 4 résolutions. Lesquelles déjà? Alors, la première résolution est la meilleure gestion de ces zones humides-là. C'est, entre autres... en gros, ils ont donné des résolutions pour pouvoir parfaire la gestion de ces zones humides-là. Ne pas oublier la plantation pas seulement des palétuviers, la reconstitution de l'écosystème mangrove. Il faut aussi l'accompagnement des associations qui s'occupent des zones humides, la communauté formée par les populations pour gérer les sites qui sont ici et là. Donc, dans ce cadre-là. Mais on y travaille actuellement. Quelles sont les autres résolutions, M. Degla? Bon, déjà, c'est vrai que cette mission est venue, comme l'a dit le DG, venue inspecter un peu. Et c'est vrai que c'est pas dans l'idée de sanctionner le Bénin, non, pas du tout. C'est dans le but de formuler des recommandations. Et nous avons visité également le lac Toro. Vous savez que le lac Toro a connu quand même des phénomènes successifs où on a connu des morts de poissons. Une mort massive de poissons. En 2018, en 2021. Donc nous avons été également sur ce lac-là. Et l'avis des experts, c'est que ce lac est dans un état de trophisation très avancé. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'espèces halieutiques, c'est ça, à ce niveau? Non, pas d'espèces. Du moins, le phénomène serait cyclique? D'accord, un instant. Oui, allez-y. Vous savez, l'état de trophisation dont on parle, c'est que c'est à un niveau où le taux d'oxygène qui devrait être, pour permettre quand même à un certain nombre d'espèces de vivre normalement, on est un peu en dessous de ce taux-là. Donc, ce qui fait que certaines espèces de poissons et autres qui sont très sensibles n'arrivent pas à survivre dans ce milieu-là. Donc, et vous savez, l'eutrophisation, c'est à des périodes données, il y a des périodes de l'année qui accélèrent, qui favorisent un peu ce phénomène-là. Donc, aujourd'hui, une des recommandations, c'est quand même de penser à restaurer ce lac-là, faire draguer ce lac-là pour pouvoir... Donc, la solution aujourd'hui, c'est de draguer ce lac? Oui, il faut draguer ce lac-là. C'est une des recommandations. Il faut que nous pensions vraiment à draguer ce lac-là si on veut vraiment que ce lac continue quand même à apporter un certain nombre de services écosystémiques aux populations. Aussi, il est recommandé quand même de beaucoup sensibiliser ces populations-là, parce que les populations tout autour également de ces plans d'eau jettent un peu du n'importe quoi dans le lac. Jettent un peu du n'importe quoi dans le lac. Transforme ces millions de dépotoirs. C'est ça. Et aussi, dans les activités agricoles, normalement, les tests prévoient quand même, quand vous devez mener ces genres d'activités, il y a une certaine distance que vous devez respecter. Donc, c'est sur ces éléments surtout, il faut veiller au respect quand même de cette distance qui est recommandée pour que après, quand même lors des lessivages, tout de suite, l'eau, oui, après, l'eau qui est déjà mélangée avec des pesticides et autres ne rentre pas tout de suite dans ces plans d'eau.
Donc il y a ces recommandations qui sont là, sur lesquelles déjà l'agence est en train de réfléchir, bien évidemment avec notre ministère, pour voir aussi quelle action, comment évoluer quand même sur ces autres recommandations. Ouais, c'est vrai, quand on parle d'importance des zones humides, on ne fait pas vite le lien que cela pourrait avoir pour réduire, amoindrir un peu le choc par rapport au changement climatique, M. Kadewere. Oui, il a pas seulement le changement climatique, mais aussi la biodiversité. La biodiversité, oui. Donc c'est à cause de cela, entre autres, que parmi les recommandations, il y a la réduction de l'utilisation des nutriments. Il a parlé de pesticides, etc., de l'engrais, respect de la distance vers la côte. Normalement, il y a certains pesticides et engrais qui ne doivent pas être utilisés dans la zone humide. Mais les populations ne savent pas utiliser de tout à la fois. Les zones humides ont un lien avec les changements climatiques. Donc il faut tout faire pour qu'on puisse travailler dans ce sens. Sur la biodiversité aussi, c'est assez important, puisque quand vous détruisez la zone humide, vous détruisez la biodiversité. Et c'est à cause de cela que cette convention ne travaille jamais seule. C'est avec la convention sur le changement climatique. C'est ça qui est notre présence la dernière fois. Tout à fait, à Dubaï. Travaille avec la biodiversité, travaille aussi avec la convention d'électrification, pour qu'on puisse ensemble mettre la main ensemble pour pouvoir travailler dans la préservation des zones. Mais le point le plus important, c'est la sensibilisation d'abord. Sensibilisation au respect, la compréhension d'abord de ce qu'est une zone humide. Est-ce qu'on va continuer à sensibiliser indéfiniment? Non, il faut agir. La preuve, on a proposé la fermeture de certaines usines. Exactement. Donc on ne peut pas, on sensibilise, mais aussi il faut agir. Il faut agir. Donc bon, on essaie de... En tout cas, ceux qui ont été visités lors de la mission consultative Ramsar savent maintenant qu'il faut être une certaine distance. Nous ferons le suivi de cette mission-là pour voir s'ils respectent, etc. Sinon, on sera obligé de sanctionner d'une manière ou d'une autre. Alors, à part cette menace qui vient beaucoup plus de l'homme, est-ce qu'il y a d'autres menaces qui touchent ces zones humides naturellement? Non. Oui, vous savez, même si l'homme ne fait rien, le climat change. Tout à fait. C'est vrai que l'action anthropique accélère les changements. Il a eu dans des temps préhistoriques, il a eu beaucoup de changements. Le désert actuel de Sahara n'était pas un désert. Tout à fait. Donc il a eu, il a des phénomènes naturels. Mais seulement que l'action anthropique maintenant accélère trop ce changement-là. C'est à cause de ça qu'on demande de réduire cette action anthropique pour pouvoir aider. Et ça, c'est pour notre suivi, notre pro-suivi. Ah, donc il faut vraiment qu'on fasse l'effort de tout faire, de protéger ces zones humides, sinon on manquera surtout de l'eau. Parce qu'on a dit que c'est de ces zones humides que nous tirons de l'eau. L'homme est eau. D'abord, parce que quand on prend la conscience de l'homme, 60% de l'être humain, c'est de l'eau. D'abord, l'homme est eau, a besoin d'eau pour boire, pour servir, pour faire ci, mais a besoin aussi de certaines plantes. Même si tu es végétarien, tu vas manger cette plante. Tout à fait. Mais si tu n'es pas végétarien que de poisson, tu vas manger le poisson de la mer. Si tu ne manges pas que de poisson, tu manges autre chose. Même les mollusques, écoute, ça revient toujours d'une manière ou d'une autre. Quand on prend les plantes qu'on donne aux moutons, alors que c'est des plantes qui ont été souillées, mais tu manges la viande de mouton, il faut là, ça revient toujours. Ouais. Et il faut qu'on puisse être exigeant maintenant dans la manière dont les dragages se font. Les dragages se font. Les dragages, ça permet d'avoir la profondeur, comme il a dit pour le lac Toro, ça permet d'avoir une certaine profondeur. Mais aussi, il faut surveiller tout ce qui font les aquacultures dans les zones. Parce qu'ils utilisent des produits pour leur permettre d'avoir, de multiplier rapidement leurs poissons pour les vendre. Le souci d'avoir de l'argent, je comprends. Mais quand même, il faut penser et avoir de l'argent dans la durabilité. Donc, essayer de revoir les engrais qu'on utilise, ne pas utiliser n'importe quel engrais qui font développer rapidement les poissons haute espèce pour pouvoir les vendre, en sachant que si on les fait, on va perdre comme la dernière fois au lac Toro. Il y a beaucoup de pertes, comme la dernière fois dans l'Ouémé. Là, pour le mai, c'est une erreur de Sikobé qui a ouvert ses vannes pour envoyer ses déchets. Surtout par rapport à lac Toro, est-ce que de façon urgente, il y a quelque chose qu'on doit faire? Parce que si on ne le fait pas, peut-être encore dans quelques mois, on pourrait encore revivre la même situation où beaucoup de poissons vont mourir.
On ne souhaite pas, mais bon. Si on n'agit pas vite, parce que l'action à faire ne vient pas seulement de la BE. Oui, c'est de l'État. De l'État. Ouais. Mais moi, je crois que l'État est conscient quand même de ce phénomène-là. Et au ministère de l'Agriculture, au ministère du cadre de vie, etc., et d'autres ministères mettent la main ensemble pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Les recommandations étaient très claires. Hein. Il faut éviter, réduire l'utilisation des nutriments dans la zone, dans les productions. Donc il faut voir avec ceux qui font les productions, ceux qui respectent de la distance, etc. Bon, l'effet ne sera pas immédiat. Ouais. Peut-être que cette année ou dans 2 ans, on aura encore quelques morts de poissons, mais d'ici 4-5 ans, il faut que ça cesse. Alors, est-ce qu'il y a des actions urgentes que déjà l'ABEP veut mener cette année pour quand même éradiquer, protéger au mieux les zones humides? Oui, je commence par M. Degla. Oui, déjà, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup en synergie avec les ONG et nous profitons également de leurs différentes activités pour sensibiliser. Ouais. Donc, cette étape de sensibilisation est vraiment très importante pour nous. Nous allons continuer dans ce sens, surtout pour des écosystèmes comme celui du lac Toro. Il faut sensibiliser les populations pour que vraiment elles-mêmes se rendent compte que ces phénomènes qui surviennent ne sont rien d'autre que les résultats de nos comportements. Donc cette année, nous travaillons énormément dans ce sens. Nous allons continuer aussi quand même à reboiser les berges de ces écosystèmes qui sont vraiment fragiles pour limiter quand même en tant soit peu les phénomènes de dégradation aussi de ces berges-là. Donc globalement, nos actions vont dans ce sens et c'est bien déjà que vous nous accompagnez et nous allons encore chaque fois solliciter quand même votre accompagnement. Merci beaucoup à vous. Oui, j'ai fini par monsieur Kedaoudi, c'est vrai, message surtout à l'endroit des jeunes, des populations, le public, sur l'importance des zones humides, parce que sans ces zones humides, on n'aurait pas de l'air pur à respirer. Pas seulement de l'air pur, on n'aurait même pas de bons repas à prendre nous-mêmes. Mais d'abord, il faut respirer pour aller manger. Oui, le rôle de sensibilisation dont parlait mon collègue Degla tout à l'heure, et je vais profiter pour remercier quand même l'ORTB, parce que depuis toujours, l'ORTB à notre côté, c'est pas pour jeter des fleurs. Nous faisons ce qu'on doit faire, justement. L'ORTB est toujours à notre côté, et à nos côtés, nous voulons d'abord solliciter davantage l'ORTB pour sensibiliser la population, pour parler aux populations, etc. Au niveau de notre ministère aussi, on fait beaucoup de choses avec la direction de l'éco-citoyenneté pour pouvoir aller de l'avant. Nous allons continuer. Notre service de communication fait une tâche utile cette année pour pouvoir sensibiliser par toutes les manières. Quand on dit on ferait un concours de pirogue, ça c'est ce qu'on voit, c'est le ludique. Mais au-delà de cela, il a une sensibilisation à faire pour que les populations de la zone comprennent que voilà, etc. Et comme vous le savez, la berge est ici. Il faut la berge. Mais au-delà de la berge, toute la zone humide, il faut penser aux plantations. Quand on construit des routes, il faut mettre de l'arbre autour des routes qu'on construit maintenant. Pour qu'il y ait quand même une colonne ou 2 colonnes. Ça permet de maintenir le sol, puisque ça vient jusque là, puisque l'eau qui va dans les zones humides, dans les berges, vient de quelque part. Ouais. Donc, si le quelque part là n'a plus d'eau, mais il aura moins d'eau. Donc, on essaie de recommander davantage dans les plans de gestion environnementale et sociale qu'il y ait la plantation d'arbres pour pouvoir, de long, même toutes sortes de travaux, si vous construisez un hôtel, si vous faites ci, etc., il faut construire. Même le CMCity, le président de la République a exigé une certaine superficie pour la verdure dans ces cités. Vous voyez, c'est quand même des actions assez fortes qui vont nous permettre d'ici 5-10 ans d'avoir, je le souhaite, un écosystème humide de meilleure qualité. D'avoir un pays plus vert. Merci beaucoup à vous, Monsieur Corneille. François Corneille, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence Bénal pour l'environnement. À vos côtés, Marius Hugues Degla, directeur de l'information environnementale et du suivi de l'environnement. Ce sera tout pour cette émission. Merci pour votre participation. Merci surtout pour les conseils donnés aux populations. Les zones humides, il faut les protéger. C'est un garde-manger pour nous, humains sur Terre. Bonsoir chez vous et à la prochaine.